Salut tout le monde, bienvenue à Gasoline Podcast. Cette semaine, on a un épisode 100% motoneige parce qu'on fait le Shootout Motoneige 2025 avec mes chums JF Leclerc et Hugo Lorquet, deux passionnés de motoneige. Ils sont aussi collaborateurs à motoneige.tv, donc vous les avez sûrement déjà vus à la télé ou dans des magazines ou sur le web, ils sont très présents. Et ils nous font le review comme ça du top 3 des meilleurs modèles 2025. Ils nous parlent aussi de restauration, c'est une de leurs passions. Et aussi du Mac Z 1993, le 001, la copie originale, le tout premier Mac Z à avoir vu le jour, qui est encore dans un crate, qui est incroyable. Donc, il nous parle de ça. C'est tout un épisode pour les tripeux de motoneige, vraiment geeks de motoneige, là. C'est un très bon podcast, tout ça. Je dois remercier les partenaires Bernier Crépeau, concessionnaire, je vais l'avoir, concessionnaire Dodge Jeep à Trois-Rivières et de motosport.tv, émission que j'ai le plaisir d'animer comme ça à chaque semaine sur les zones de TVA. Donc voilà la gang, bon podcast! Fait qu'on start ça. On starte ça de même? On start ça, je sais pas, comme ça. Je pense que oui, mon GF. On est live pour le podcast MotoX avec Hugo, mon chum, qui fait de la moto, de la motoneige. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. On a plein de sujets. Puis on a GF, on va le dire, qui est notre ami commun, là, qui est sûrement le plus gros fan de la marque Ski-Doo ever. Puis je pense que tu es bien placé pour en parler parce que tu as travaillé sur plein de projets avec lui, t'en fais. Puis toi aussi, tu es un peu un fan de la marque, j'ai l'impression, Ski-Doo. Ben, un peu pas pire. En fait, je suis comme un adepte de toutes les marques, mais pour les collections, c'est plus facile d'être seulement sur une marque parce que quand tu commences à t'éparpiller, c'est beaucoup trop de connaissances qu'il faut aller chercher d'un modèle à l'autre. Mais nous, on est pour les motoneiges antiques. Ouais. Les vintage, on est vraiment... Là, des tripeux de motoneige vintage. Ouais. Tu sais, c'est la grosse mode présentement, tout ce qui est vintage. Ça rappelle plein de bons souvenirs. Puis, JF, raconte-nous ça parce que moi, la marque Ski-Doo m'a marqué quand j'étais jeune. Mon oncle Mario à Louisville, il se pognait. Il y avait quelque chose dans le temps. Il faisait du drag dans les sentiers. C'est plus, on ne conseille pas ça. Là. Mais à Louisville, là, en avant de chez Scar, là, il faisait du drag. Puis là, à l'époque, mon oncle Mario avait le fameux Mac One. 93 à peu près, je te dirais. Puis ça m'a toujours marqué, cette machine-là, parce que mon oncle était un amateur de performance. Il avait le Mac One. Wow, le Ski-Doo est beau, puis tout ça. Mais là, à un moment donné, il a levé d'un cran, il a levé d'une note, puis là, il est passé au Mac Z. Quelle machine, pareil, le Mac Z. Les 3 pipes, le son, ça ronronne, ça n'a pas de bon sens. Puis toi, t'en as une coupe, je pense, un puis un autre. Là. J'en ai une dizaine, puis ma collection est vraiment orientée Mac One. J'ai un Mac Z, j'ai un Formula 3 aussi. Wow. Mais c'est vraiment des machines qui font rêver. Puis tu parles du Mac One 93. Moi, cette motoneige-là, ça fait quoi, au-dessus de 30 ans? Puis elle est tellement belle encore. C'est vrai, hein? Les courbes, le moteur, la performance brute que ça a, là, c'est vraiment incroyable. Hey, j'ai une anecdote d'ailleurs, parce que tu parles des motoneiges qui étaient belles à l'époque, puis tout ça. Je parle à un gars de location à Charlevoix, OK, à la Malbaie, avec là, un centre de location de motoneige. On est là pour un tournage, justement, pour motoneige.tv. Puis là, on parle. Puis qui c'est qui vient louer des motoneiges, ça? Puis qui vient faire de la motoneige à Charlevoix? Il dit, ben justement, l'autre jour, j'ai eu Guy La Liberté du Cirque du Soleil, il est venu comme client. Je dis, ben voyons donc, toi. Il dit, ben ouais, il dit, il est venu avec des amis, il avait besoin de motoneige, puis ça, OK. Puis là, j'étais comme, tu sais, moi, la première question qui me venait à la tête. Il a loué quoi? Non, mais lui, il avait sa propre motoneige, parce qu'il y a un spot là-bas, il vient de là-bas, premièrement. Il avait sa propre motoneige, donc c'était comme, c'est quoi la motoneige de Guy La Liberté, tu sais? Il dit, Ben, il dit, t'en reviendras pas. Il dit, c'est un vieux Mac One 93. Il dit, pour lui, des motoneiges de liberté, c'est ça. Ouais. C'est ça, une motoneige. Tu sais, à cette heure, c'est plus un snowcross. Là, c'est quelque chose de... Ça a changé beaucoup quand même la position de conduite. Pour lui, une motoneige, c'était assis quasiment à terre, puis tu vas par en avant, tu sais. Mais les plus belles raids qu'on a faites dans les raids vintage, c'était avec les vieux PRS, quand les conditions sont belles. Quand c'est magané, quand il y a de la bosse, là, t'es plus là du tout, mais quand il vient de surfacer, c'est le fun, c'est des go-karts, tu te fais pas trop brasser, ça tient la trail, ça n'a pas d'allure. Donc, tout ce qui est PRS de 85, donc les Formula Plus, après ça, jusqu'à 94. Jusqu'à 94, au niveau des PRS, mais les Mac One, c'était super. Là. Encore une fois, il faut que les trails soient belles. Quand les trails sont belles, ça donne des méchants rides, ces belles petites machines. Mais il faut comprendre que cette époque-là, les machines avaient moins de débattement. Puis la conséquence de motoneige d'aujourd'hui, avec des grosses palettes, avec
beaucoup de débattement, c'est que ça creuse les sentiers. Il faut comprendre qu'à l'époque, les motoneiges, tu avais maximum 3/4 de palettes. Fait que c'est sûr que des fois, ça slidait dans les courbes, mais tu n'avais pas... En tout cas, de mémoire, les sentiers étaient moins mécaniques aujourd'hui. Avant, ce qui arrivait, c'est que ce qui était populaire, il n'y avait pas de snowcross. C'était les courses en ovale que tu avais. Donc, tous les motoneiges de sentier, c'était des motoneiges qui étaient faits pour être à terre, pour prendre les courbes. Après ça, l'évolution, c'est que c'était Bon, tu as eu tous les motocross, tout ça. Tu connais ça, le motocross? Tu peux. Mais après ça, tu as eu les motoneiges de snowcross qui faisaient les sauts. Fait que la tendance, c'est passé des motoneiges qui étaient par terre aux motocross qui avaient... Pas les motocross, mais les motoneiges qui avaient super gros débattement. Mais ce que tu as gagné en suspension des bosses, tu l'as perdu à un certain moment donné dans le fun, dans les courbes. Donc, quand on roule, puis tu sais, rouler à l'ancienne, tu arrives vite, puis là, tu slides, puis tu fais sortir le derrière, puis tout le long de la courbe, tu es sur une shear. Là. Tu fais plus ça aujourd'hui. Non. Mais à part peut-être les SRX de Yamaha, là, ces modèles-là, ils font encore un petit peu. Mais à cette heure, c'est une façon différente de conduire. C'est que tu arrives vite, tu freines, tu tournes, puis après ça, tu accélères. Donc, c'est une autre philosophie. C'est dur aujourd'hui de faire décoller le derrière d'une motoneige versus les tellement de transfert de traction, la chenille est tellement agressive. Là, exactement. Mais JF, parle-nous le fameux Mach 1. Ça a commencé à quelle année, cette machine-là, ce modèle-là? Quelle année qui est sorti? Le premier Mach 1 est sorti en 1989, donc sur le châssis PRS. Je ne sais pas exactement la terminologie, mais ce qu'on appelle les anciennes cabines carrées avec un moteur 583 Rave. Donc, ça a été le premier. La première année, je sais qu'il y a eu certains petits enjeux de performance, il y a eu un rappel, mais dès 90, là, le Mach 1, c'était vraiment renommé pour la performance chez Ski-Doo. Puis le Mach 1 a évolué en différents châssis, en différentes motorisations jusqu'en 2000. Mais c'est vraiment... c'est une motoneige qui fait rêver. Puis, tu sais... Comment je dirais ça? Cette époque-là, je trouve que c'est une époque un petit peu mythique. Les motoneiges, il y avait un certain mystère dedans. Puis, je trouvais que vraiment qu'à cette époque-là, par exemple, chez Ski-Doo, tu avais le Mach 1, tu avais le Formula Plus, tu avais les MX, tu avais les Safari aussi. Fait que on dirait que les motoneiges étaient vraiment catégorisés en termes de performance. Il y a plus de différence, on dirait aussi, avec ces modèles-là. Aujourd'hui, il y a tellement de versions de chaque modèle. Tu peux avoir un moteur de ci, moteur de ça, suspension ci, Exact. Et comme on dirait tout se mélange un peu. Aujourd'hui, si tu regardes chez Ski-Doo, MXZ, c'est vraiment au niveau motorisation 2 temps. Au niveau Renegade, à part l'Enduro, c'est où ce que tu as un 2 temps. Mais le Renegade, c'est vraiment du 4 temps. Mais je pense que la différence des packages est vraiment, mettons, XRS, un X, un Adrenaline, c'est plus le package de suspension qui va faire une différence parce que les différentes options moteurs sont quand même disponibles dans plusieurs versions de chacun des modèles. Puis, parle-moi c'est quelle année qu'ils sont arrivés avec la nouvelle plateforme de 2000, le Mach Z, le Mach 1? Le F2000, c'est en 1993. Ouais. Donc, c'est F2000 ou F? En tout cas, peu importe, il y a certains qui disent... F2000. Moi, je l'appelle F2000. Ouais. Mais F2000 93, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que c'est un châssis qui est en aluminium, fait que beaucoup plus léger. Donc, tu avais des gains de poids. Par contre, première année, tu avais réservoir. Le couvert de réservoir était en fibre de verre, cabine de fibre de verre. Puis tu avais 2 modèles en 93 avec le châssis F2000. Tu avais le Mach Z. Ouais. Donc, le premier 3 cylindres de production chez Ski-Doo, moteur 780. Le son de ce moteur. Puis le MXZ. Le nom MXZ en production, c'est 1993 le premier. Je pense qu'on a une photo d'ailleurs d'un Mach Z qui est quasiment neuf sur une palette. Hugo, tu m'as envoyé ça. Ah, tabarouette! On l'a, juste le Mach Z. Ouf! En fait, cette photo-là, c'est... C'était à l'époque du musée. C'est ça, dans la première itération du musée, si on peut dire. Là. Le musée Germain Bombardier à Valcourt. Wow. Ça, c'est une photo qu'on a prise. Puis ça, c'est moi puis Hugo, à l'époque. Mais ça, on va se le dire, là, c'est du sled porn. C'est du sled porn pour nous autres. Regardez ça. 3 cylindres, les têtes de moteur jaune, les exhausts là-dessus. Wow. En fait, quand on parle de tête de moteur jaune, j'ai une anecdote là-dessus. C'est que la première année 93, les moteurs ont eu des problèmes de refroidissement. Il y a eu un rappel, tous les moteurs ont été enlevés, des motoneiges. Ont été remplacés par des moteurs de 1994 et les têtes étaient mauves. C'est pour ça que ces modèles-là, qui étaient le moteur d'origine sur les Mach Z comme ça, on les appelle les têtes jaunes.
Puis, un vrai collectionneur, ce qu'il veut, c'est d'avoir le moteur original. Ben oui, la Il y en première a pas. version. Il n'y en a pas, c'est ça. Donc, tous les moteurs ont été sortis. Il y en a beaucoup qui ont été scrappés. Puis, j'ai été chanceux. J'ai trouvé ce moteur-là. Ça, c'est un vrai moteur de 1993. En fait, ce qui est arrivé, c'est que souvent, quand tu es collectionneur, c'est que tu te promènes d'un fond de cour à gauche pas à droite, des vieux dealers, des choses comme ça. Puis, j'ai été dans le coin de Thetford Mine. Il y avait comme un dealer, un gars qui ramassait des moteurs. Puis, j'ai vu du coin de l'œil, il y avait comme plusieurs moteurs qui avaient été storés sur une tablette. J'ai vu un moteur 3 cylindres tête jaune. Mais sur le coup, je me suis dit, il y a tellement de personnes que pour recréer ces têtes jaunes-là, qui ont juste pris le moteur normal, puis qui ont sandblasté, puis ont peinturé la tête. Ouais. Fait que je dis au gars, Colin, en fait, je n'ai pas dit au gars, j'ai dit, c'est peut-être ce moteur-là, je ne suis pas certain. Là, j'y ai fait un deal, j'ai dit, ce moteur-là, puis 3-4 autres brimbales, là, tu me fais ça combien? Puis en espérant que c'était la bonne affaire. Fait que là, il dit, OK, il m'a fait un super de bon prix de fou pour un lot de pièces. Fait que je pars avec ça, j'arrive à la maison, je commence à faire des téléphones. Comment je fais pour reconnaître là, un vrai moteur 93 versus un 94? Il y avait quelque chose qui est différent au niveau de la pompe à eau, des choses comme ça, la façon qui a été montée. Fait que je me suis rendu compte que c'était le bon moteur 93. La première génération. Première génération. Puis la raison pourquoi j'ai trouvé ce moteur-là, c'est que la personne, il y a une école qui l'a appelé, c'est comme une école d'adultes, des choses comme ça, qui avait ce moteur-là, qui s'amusait à le refaire puis le redéfaire depuis plusieurs années. Puis ce moteur-là est resté en vie parce que probablement Skidoo, à l'époque, ont pris le moteur, ils ont fait un don à l'école qui est resté sur la tablette, puis qui sont amusés avec. Puis un jour, l'école a appelé cette personne-là pour dire « Hey, j'ai un moteur, viens le ramasser, là, il traîne, on ne l'utilise plus. » Fait que la personne a ramassé ça, puis moi, en faisant ma tournée là, d'un peu partout, j'ai trouvé ça, puis c'est le bon moteur. Comme pièce de collection, je pense que c'est inestimable en termes de valeur pour un collectionneur, dans le sens où c'est tellement rare d'avoir un moteur en condition originale 93. Là, ce que j'ai un Mag Z 93 qui est peut-être environ à 80% remonté. J'ai le moteur tête mauve 94 dedans. Celui-là, je vais le remonter. Je vais m'assurer qu'il est fonctionnel, mais je vais le mettre à côté. Je vais rouler le moteur parce que ça, si tu le défonces, c'est fini. Là. Si tu brises un casting, il y a tous les bons numéros de casting, la bonne année sur chacun des cylindres, sur la base. Fait que si je le tue, celui-là, c'est fini. Peut-être qu'il entraîne à gauche pas à droite, là, mais c'est quand même assez rare. Fait que ça, c'était, quand on parle d'anecdotes puis de recherche, ça, c'était une de mes belles trouvailles. Je pense qu'on a une autre photo du Mag Z, ces palettes. La précédente. Hein? Celle qu'il y avait avant. On n'avait pas un autre qu'on le voit dans l'arrière qui est sur une palette de bois au musée? Ça, là, comme, en fait... regardez-moi ça. Faut le Mag Z en action, juste là. Hey, ça, c'est de la photo vintage en tabarnak. Puis ça, j'ai une autre anecdote. Quand on était au Snowshoot en 2000, pour les modèles 2022, il y avait le Mag Z qui sortait, donc la nouvelle génération qui était un modèle 4 temps. Puis moi, j'ai sorti cette photo-là. Puis ça, c'est la photo qui est quand même assez reconnue parce que c'est la photo des pamphlets, JF, je pense. C'est la photo originale du pamphlet. C'est comme une photo. C'est la photo promo de la machine. C'est ça. Les gens reconnaissent cette photo-là. Fait que moi, ce que j'ai dit au photographe, j'ai dit, je veux une photo. Je leur ai montré cette photo-là. Je veux absolument la même photo qui est la plus possible proche de ça. Fait qu'on a trouvé un endroit qui avait un bois en background, qui avait une condition de neige, qui avait l'ensoleillement qui était pareil. Puis pour faire ce genre de petit jump-là, on a fait un amoncellement de neige. Puis j'ai dit, prends-les avec un ski pour que le côté lève à peu près donner le même effet que sur la photo originale de 1993. Fait que des photos comme ça, là, j'en ai, là, on en a scrappé. On va se le dire, ça, c'est maniaque rare. De recréer la photo du pamphlet, finalement, du modèle 93, mais avec le Mag Z, ça, c'est quelle année? C'est 2021? 2022. Fait que Mag Z, quasiment 30 ans de différence, là, tu sais. Wow. C'est toi qui est dans sa moteur? Non, pas là. Parce que moi, j'avais un suit. Si tu reviens à l'autre photo, le suit était plus foncé. Ça, c'est toi? Non, ça, c'est pas moi, non. En fait, parce que j'avais un suit qui était plus criard, puis ça ne matchait pas mon suit. Fait qu'on a pris quelqu'un qui était dans le groupe, qui avait un suit qui était plus foncé, qui matchait plus avec ces photos-là. Puis il n'est pas photoshopé. Regarde, même la neige, si tu parles de celle-là à l'autre, tu as même l'explosion de neige, là, qu'on s'est dit, on veut le même pattern. Fait qu'on a travaillé, les gars ont travaillé fort pour ça. La photo de 93, là, vintage, elle était cohérente, celle-là. Écoute, le pilote, qui a un bon gabarit quand même, avec un gros... les soutes avant, c'était des gros soutes de cuir. Puis le casse noir...
Et là, fumées. les lunettes fumées. Fait faut voir le monsieur qui a une visière sur son casque qui est levé. Oui. Et ça revient à l'autre photo, Albert. La visière du casque est levée. Ça sert absolument à rien de faire ça. Je sais pas pourquoi qu'il... Hein? Il voulait qu'on y voie la face un petit peu, j'imagine. C'était peut-être le printemps. Ben ouais, c'était ça. En tout cas, il y avait l'affaire soleil. C'est vrai que tu regardes les technologies de casque aujourd'hui, c'est des casques Snowcross avec des goggles versus ça. Là. Donc, de les visières intégrées dans les casques. Fait que non, j'avais pas de casque de ces années-là pour la photo, je m'en excuse. Hugo, je ne veux pas te relancer sur le côté maniaque du MAGZ, mais je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, on avait pris rendez-vous avec le musée à Valcourt. Ouais. Puis ça a été une belle expérience parce qu'il faut comprendre que le musée, il y a une certaine année où le musée était fermé au public, puis toutes les machines étaient entreposées à Valcourt dans le parc industriel. Ouais, puis avec M. Pépin à l'époque, on était allé à Valcourt, puis il avait descendu du racking le MAGZ, celui qui appartient au musée, le numéro de série numéro 1. On l'a fait descendre sur une palette. Ça n'a pas été facile. Il a fallu demander des permissions spéciales pour la descendre parce qu'à chaque fois que tu manipules une motoneige comme ça, c'est la 001 du MAGZ qui est mythique, 1993. Exact. Évidemment. S'il arrive une bad luck, c'est fini. Oui. Puis je me rappelle, nous, on capotait parce que les gens avaient des gants blancs pour ouvrir la cab. On n'avait pas le droit de toucher à rien. Comme ceux qui s'occupent de la Coupe Stanley un peu. Oui, absolument. Puis même les photos, des photos puis on a écrit un article à l'époque commun pour le MAGZ, la naissance d'une légende. On l'avait écrit motoneige.ca à l'époque. Puis c'est un article qui a été super populaire, mais les photos qui sont là, chacune des photos, ils ont été regardées, ils sont autorisés, oui. Les références au musée. Mais ça a été une fichue belle expérience. Puis c'est un petit peu unique d'avoir accès à ça. Je pense que ça a fait l'envie de beaucoup de passionnés. Là. Puis même ces photos-là, je pense qu'ils ont circulé dans d'autres magazines aussi. Oui, c'est vrai, on s'est fait emprunter, on va dire ça. Mais c'est vrai, je pense, Ben, on a des photos quand il est sur une palette. Je ne sais pas si on peut aller un petit peu avant ou après. On les a-tu Albert, les photos sur une palette? On a vu passer une tantôt. On les avait, je pense qu'on les avait envoyés, me semble. Moi, je les avais envoyés à un drop, me semble. Oui. Peux-tu? Tout à l'heure? C'était la deuxième qu'on a vue tantôt. Il y en avait... ça, c'est au musée. Oui, la première itération. Ça, c'est moi qui les ai envoyés, Albert. Ouais. Les photos ces palettes, c'est-tu toi qui les as envoyées? Oui, c'est ça. Tu as envoyé à Albert? Oui, j'ai envoyé à Par Albert. email? Par WeTransfer? Écoute, ça, c'est la numéro 1, c'est ça? C'est la numéro 1. Que vous avez vu, qui ont descendu du racking. pour l'article. Qui gardent bien en sûreté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est spécial, c'est que, au musée à Valcourt, tu as ce qu'on appelle l'envolée de la motoneige, jusqu'à de 1959 jusqu'à de mémoire 2007-2009. Mais le MAGZ 93 est comme dans les airs sur un support. Fait qu'on n'a plus accès. Fait que je te dirais les... Tu peux plus... Il y a le petit monsieur avec les gants blancs, il est non. Il n'est pas dans les airs, fait qu'on ne peut plus le manipuler. Fait que je pense qu'on a eu une... Puis, on a été chanceux parce que l'autre chose qu'on a faite pour la communauté, c'est qu'on a été capable d'ouvrir la cabine. On a pris des photos partout de A à Z. Donc, des collectionneurs qui veulent remonter une machine comme ça, des fois, ils veulent savoir est-ce qu'il y a des stickers à tel endroit, est-ce que les hoses à gaz passent à tel endroit, le filage. Donc, on a la vraie. Donc, aujourd'hui, les MAGZ qui restent comme ça, souvent, ça a tellement été tripoté que la façon que c'était originalement, c'est plus ça. C'est perdu. Donc, c'est perdu. Les photos qu'on a prises, c'est coulé dans le béton. C'était comme ça sorti dans la chaîne de production à l'époque, en 93. Là, donc, wow, c'est quelque chose que vous ayez pu voir dessus. ça. Oh! Exactement. Wow! Donc, écoute, vas-y, JF, là, explique-nous ce qu'on voit présentement. Là. Ça, c'est une pièce de collection, c'est le cas de le dire. Je pense que c'est le MAGZ le plus... comment on dirait ça? Le plus important de l'histoire, dans le sens, je pense que c'est celui qui a le plus de valeur. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Numéro de série numéro 1. Fait que c'est le premier de tout qui a été légué par Bombardier à l'époque. Premier 3 cylindres de série. Premier 3 cylindres 780, 3 cylindres, 3 pipes. C'est sûr qu'à l'époque, il y avait quand même une évolution. Nouveau châssis. Nouveau châssis aluminium plus léger. C'est sûr que l'industrie, au niveau des suspensions indépendantes, il y avait une certaine pression. Fait que Skidoo est arrivé avec la suspension DSA, donc c'est Direct Shock Absorption. Donc, une évolution, suspension arrière, tu avais une C7 améliorée. Mais ce motoneige-là est unique pour différentes raisons. À cause du 93, c'est la première de tout.
Les rappels qu'il y a eu aussi qui rend très unique parce que c'est dans cet état original-là. Je pense qu'on en avait une autre aussi, qu'on la voyait de 90. dans l'arrière. Parce que mais c'est ça. Puis elle était belle. Les couleurs étaient belles de ce motoneige-là. Fait qu'ils ont vraiment. Ça, c'est au musée. C'est pas au musée. J.R.Bombardier, c'est ça? C'était pas au musée, c'était comme une réserve temporaire, le temps qu'ils fassent dans le parc industriel proche du. Donc, ils avaient storé les motoneiges à cet endroit-là, le temps qu'ils défassent la collection qui était à l'époque. Là. À l'époque, tu avais plusieurs motoneiges qui n'étaient pas des motoneiges qui étaient skidoo. Fait qu'ils ont laissé aller tout ce qui était Arctica, des choses comme ça. Ils ont donné ça à d'autres musées. Puis pendant la transition, les motoneiges ont été mis de côté dans un autre storage. Et puis celle-là en particulier, maintenant, là, si les gens vont voir, elle est accrochée là, au semi-plafond. Fait que la Mag Z93-01 n'a jamais fonctionné, n'a jamais roulé, j'imagine, dans un sentier. Je ne sais pas s'ils sont déjà partis. Hein? Ben, possiblement à la sortie de l'usine, quand ils font parce qu'ils font quand même des essais à l'usine. Ils font virer un petit peu, mais pour de ça... je pense pas que ça allait fait la neige. Je pense que ça n'a jamais vu en neige. Mais les gens, aujourd'hui, peuvent la voir au musée. J.R.Bombardier est accroché. Oui. Wow. Et voilà. Si on regarde les graphiques, même les roulettes en arrière... de mémoire gauche, c'est des roulettes de plastique, c'est pas un Oui, c'est des roulettes de plastique. Ça, c'était la seule année, puis les collectionneurs le savent, c'est que des roulettes d'aluminium, on peut les repeinturer, puis les ressabler pour faire sortir comme le genre de pattern sur la roulette. Mais ça, cette année-là, c'est des roulettes de plastique, puis avec le temps, ils viennent sèches, ils viennent blanches au soleil. Okay. Donc, ça, c'est un autre problème pour les collectionneurs. Les roulettes de plastique comme ça, souvent, sont plus belles. À moins d'en trouver là, qui étaient en storage, des choses comme ça, qui étaient des neuves, mais c'est un autre problème pour ce modèle-là. En fait, ce modèle-là, il y a plusieurs choses qui sont difficiles pour les collectionneurs. Tu as le vrai moteur, à tête jaune. Après ça, tu avais des clutches qui étaient des Comet F1 qui a pu. Les sièges, c'est hyper difficile à trouver. En fait, j'ai été chanceux, j'ai trouvé un siège dans une vieille grange. Je me promenais, quelqu'un qui avait des pièces, puis je me promenais dans la grange, puis j'ai trouvé un siège flambant neuf. Était peut-être à 30 minutes de Valcourt du musée. Puis il y a quelqu'un qui avait ça en fouillant. J'ai sorti ça. J'étais comme aïe, aïe, de c'est quoi les chances? Ben oui. Exactement. Fait il est difficile ce siège-là parce qu'il y a la ligne jaune, puis il y a tous des genres de coutures là, sur le siège. Fait que ça, c'est très, très, très difficile à trouver. Fait que difficulté à cause des roulettes, difficulté à cause du couvre-tank à essence qui est en fibre. La cabine est en fibre aussi. Le siège est difficile à trouver. Le moteur 3 cylindres. Puis la cloche. Donc, quelqu'un qui a ça original, ça vaut une petite fortune maintenant. Oui, puis je remarque aussi, entre les itérations suivantes de la Mag Z, tu avais des freins hydrauliques, mais celui-là, tu avais un frein mécanique. Ouais. Donc, c'est spécial. Ben absolument. On va faire un petit segment réseaux sociaux parce que j'ai reçu des questions puis des commentaires, justement, de ma communauté sur le fameux Mag Z. Puis ça rappelle des souvenirs à bien du monde au Québec. Puis là, ici, j'ai Danny Larochelle. Il a écrit « Traverser le lac en hiver à moins 30, les 2 skis d'insert, les carottes qui bardassent, que le tabarnak, jusqu'à ce que les pistons fondent. Mag Z 800, 3 cylindres, 2000. » Fait que les amateurs de Mag Z n'étaient pas doux avec pas de chance, non, je pense que... Absolument, les propriétaires de Mag Z, c'est des gens qui aiment la performance. Là. Oui. Donc, absolument, ces gens-là utilisaient le plein potentiel de leur véhicule. Dans toutes les marques, hein. Absolument. On cherchait les derniers chevaux, les derniers kilomètres-heure. Si on parle de Polaris Storm et Thundercat, c'est sûr que c'est des motoneiges qui sont très sollicités. Très, très sollicités. J'ai Éric Rio, on le salue, il a écrit « J'ai eu un 94, un 95 et un 96, puis ça coûte cher de piston. J'ai pogné 112 000 à l'heure sans neige tapée avec le radar. » Ah ben ouais, OK. Au moins, je sais pas si il parle de piston, s'il a grippé le moteur aussi, c'est parce qu'il faisait son entretien régulièrement. Ah, on sait l'histoire pas. L'histoire pas. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent aider à ne pas faire fondre de piston. Maxime Faubert, 2 moteurs en un hiver. Après ça, Étienne Goulet, le son, 3 petits points, quand il a grippé. Mais le son de ces machines-là était légendaire. Écoute, 3 pipes, 3 cylindres, les Mag Z, c'était comme ça ronronnait. Honnêtement, il n'y a rien dans la motoneige
pour battre ça en termes de son. Là. Puis c'est le fun parce que c'est pas doux. Quand tu le fais rouler en idle, c'est comme des explosions. Ouais. Des ça sonne comme ça. Mais c'est encore drôle. Tantôt, on parle du Max Z, mais je regarde... exemple, j'ai un Mach 1 de 93, j'ai un Mach 1 de 89. Mais en termes de son brut de motoneige, mon 89 est imbattable. Dans le deux cylindres. Dans le deux cylindres, là, je veux dire... Ton Mach 1 de 89 est... Ah oui, le son, il est incroyable. Puis on comprend pas pourquoi, parce que moi, j'ai un 90, puis c'est la même chose. 89, 90 dans le 183. C'est la première génération de Mach 1. C'est fou, tu as un son vraiment débile, là, agressif. Wow. Ensuite, dans le 617, là, qui est 91, 92, il n'y a plus de son. 93, 94, il n'y a plus de son non plus. Là. Oui, c'est peut-être plus quiet pour les oreilles, là, puis mieux pour l'environnement. Mais pour l'émotion, là, 89, 90, c'est fou le son de ces machines. Mais si on parle de 3 cylindres, on parle du Max Z, mais c'est un son incroyable. Moi, j'ai un Mach 1 de 97, là. En fait, j'en ai 2, là. Mais côté son, un 700, 3 cylindres, 3 pipes, c'est incroyable. C'est de la musique. Oui. Tu sais, faire de la motoneige avec ça, c'est pas juste de rouler, d'admirer les sentiers puis de profiter des paysages, mais juste l'émotion que tu ressens en conduisant une motoneige comme ça, avec le son, l'ensemble de la dynamique du véhicule, c'est oui. C'est vraiment incroyable. C'est ça, c'est l'odeur de la motoneige, c'est le feeling que tu as en la conduisant, mais c'est aussi le son du moteur le son est une grande partie qui est de la musique. Le son, puis il y en a qui vont dire non, j'aime pas ça. La senteur du deux temps, oui, à l'époque, c'est plus polluant, là, mais la senteur de ça, c'est... Wow! C'est une première, ça? C'est une première? On a un train qui passe. On a un train qui va nous écraser dans les prochaines 10 secondes, j'ai l'impression. Mais on parlait de son de moteur justement sur le 3 pipes. Là, hein? Regarde, il était content, le chauffeur de train. Le train, d'après moi, il écoute peut-être notre podcast. C'est ça. Là, il s'est dit, je vais leur donner une chance. Albert, c'est un amateur. C'est le même, ça se passe. C'est un amateur de motoneige, le conducteur de train. Ça, c'est sûr. Je veux juste amener un point par rapport au Max Z. Tu sais, comme le Max Z est revenu en 2022. Dans le fond, oui, on fait c'était pas une édition spéciale, c'était vraiment le retour d'une légende, on peut dire ça comme ça. Mais les ingénieurs de BRP pour le Max Z 2022, ils ont vraiment porté attention avec l'échappement, le canister, tout ça, vraiment pour recréer un son de performance. Ah ouais? Fait que même avec un 4 temps, avec un 900 turbo, les gens, ils ont vraiment... En fait, ce qui était le fun, c'est je pense qu'il manquait un petit peu de tweak peut-être, mais le launch mode là, de cette année-là, d'avoir le feeling, je ne sais pas si tu as testé le launch mode de ces années-là, c'est que je me rappelle plus de la séquence que tu faisais, c'est que tu mettais le gaz dans le fond, puis ça ne déclochait pas ou quelque chose comme ça, puis à un moment donné, tu avais le frein, tu mettais le gaz dans le fond. Ce que ça faisait, c'est que ça montait le régime moteur. Ça roulait juste avant l'engagement. C'était impressionnant. Puis aussitôt que tu lâchais le break avec le gaz au fond, ben là, tu étais... Là, il partait. Mais tu avais le gaz dans le fond, tu étais sur le cut-off, tu avais sur le frein, puis aussitôt que tu lâchais, ça partait. C'était impressionnant. Ça traquait pas peut-être autant que ça aurait dû. Avec des crampons, c'était autre chose. Là. Mais quand on a fait les tests, là, c'était juste impressionnant, le launch mode. Ça devait être quelque chose dans les sentiers à l'époque. Mais encore aujourd'hui, à l'époque, tu avais un son de 2 temps brut, 3 cylindres, mais aujourd'hui, la sonorité du moteur est importante aussi dans le développement de produits. Les boys, vous êtes chroniqueurs à motosport.tv et motoneige.tv, émission... que j'ai le bonheur d'animer à TVA Sport. Moi, je t'ai déjà vu quelque part de ça. Ben, c'est ça. On fera pas comme si on se connaissait pas. Mais j'ai eu bien du fun. Ben, c'est grâce à l'émission qu'on s'est rencontrés. J'ai eu bien du fun à tourner avec vous autres parce que vous avez fait un segment dans l'émission de restauration. Vous êtes des collectionneurs, vous êtes des tripeux de vieilles motoneiges. Et là, on voit les bêtes. Là. On voit Hugo, JF et moi en avant comme ça. Écoute, ça, c'est chez toi, ça, c'est Hugo, hein? Oui, à ta shop? Exactement. Oui. Wow, écoute, conte-moi ce qu'on voit là, parce que c'est très hâte, là. Bien, en fait, on a les thumbs up. Je pense que c'était la fois qu'on a parti la motoneige, qu'on était tous contents. Oui, on a essayé de la partir. Oui. Puis, en fait, ça, c'est l'endroit où on a fait pas mal la mécanique. On a fait les tournages à cet endroit-là. Ça, c'est une unité de storage de mes motoneiges. Là, on voit que, comme on disait, moi, c'est vraiment les PRS, ma collection. Jean-François, c'est toutes les Mach 1.
Donc, on a utilisé ce garage-là parce que je suis quand même pas pire équipé. Je fais mon port de côte là, je fais le sandblast là, je fais ma peinture là-bas. Fait que c'est comme un petit garage qu'on est, on est pas mal, on a pas mal les outils là, pour tout travailler. Donc, ça, c'était à la fin, je pense, de ta machine. En fait, la motoneige de Jean-François, on l'a terminé quand même assez rapidement. Le Blizzard, je pense qu'on ne réalisait pas, Ben. Là, tu le sais dans quelle histoire. Mais là, Hugo, pour mettre les gens en contexte, explique c'était quoi qu'on faisait justement, le programme de restauration, parce que c'était un concours à la base. C'était un concours, c'était une compétition. Le concours, c'est parce qu'on voulait léguer les motoneiges à la fin. Puis c'était une compétition parce qu'à la base, on devait se monter chacune machine, chacun de notre côté. Puis on fait que toi, ta machine, c'était... Moi, c'était un Blizzard 9005-1980. Puis GF, c'était le... Oui, le MXZ 440. On a fait ça. On n'a pas choisi ces deux motoneiges-là. On l'avait expliqué à l'époque, mais on n'a pas choisi ces deux motoneiges-là pour rien. On voulait montrer la différence de technologie. 1980, un 440, puis ça, un 95 avec encore un 440. Puis l'autre chose qui est drôle, c'est que les couleurs sont quand même assez semblables. Je ne sais pas si on peut voir un autre slide. On voit le Blizzard plus loin, mais le Blizzard, exactement, bon, la meilleure photo, c'est que les deux ont des pannes grises, les deux l'aluminium en arrière, c'est des lumières brossées. Les deux ont les sièges noirs avec la cabine jaune. Les deux ont des moteurs 440. Fait que le but dans tout ça, une fois qu'ils sont remontés, on est vraiment proche là, pour le Blizzard à le partir. Mais le but dans tout ça, c'est à la fin de l'année, ça va être de les mettre là, dans side-by-side pour faire peut-être des petits drags amicales, des tests là, de handling, des choses comme ça. Mais ça, c'est le nouveau but, parce que le but initial, c'était de le faire la saison passée. Oui. On a eu des déboires. Fait que là, c'est ça, vous avez fait une compétition amicale dans le cadre de motoneige.tv. Puis, fait que finalement, bon, GF, t'avais ton MXZ, puis Hugo, t'avais le Blizzard. Fait que finalement, au bout de la ligne, qui a réussi à gagner la compétition? Jean-François a fini avant. Ouais. Okay? Au niveau, là, qui a terminé avant? Jean-François a terminé avant plusieurs mois avant. C'est quasiment 2 ans. Mais... Puis tellement que Jean-François, une chance que tu étais là, Jean-François m'a aidé à terminer le Blizzard. On s'est embarqué dans... En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est de partir vraiment quelque chose qu'on se donnait de la misère pour montrer le plus de techniques possible à plusieurs niveaux. Mais on est parti de trop loin. Je ne sais pas s'il y a un autre slide qu'on voit vraiment, celle-là. On a été obligé de partir d'un donneur parce que tout ce qui était la table là, en avant, ce qui était en acier, était tellement magané. J'ai acheté un autre donneur. J'ai séparé la motoneige en deux pour pouvoir prendre le devant de la motoneige puis le matcher avec le derrière qui avait le numéro de série. Wow. Fait qu'on c'était le plus gros rebuild là, que j'ai fait. C'est un hybride finalement. Tu as pris 2 motoneiges en une. Oui, mais c'est le bon devant. Il y a eu des petites modifications à faire, mais le devant est très, très proche. Mais il y a effectivement des petites choses qu'on a dû modifier parce que c'était un devant d'une motoneige fan. Puis on s'est rendu compte que les positionnements des braquettes, du moteur, des exhausts, tout ça n'était pas au même endroit. Fait qu'on a appris à la dure. Pour apprendre à la dure, c'est parce qu'on s'est vraiment donné un défi qui était, on va dire, gargantuesque, dans le sens où, souvent, quand tu commences à faire un rebuild comme ça, je pense pas qu'on aurait, honnêtement, en toute honnêteté, je pense pas qu'on aurait fait ce genre de projet-là pour nous autres mêmes. C'était vraiment pour la TV, se donner vraiment du temps, parce que c'est des motoneiges qui c'était des épaves. C'était vraiment des épaves qui ne fonctionnaient pas. Hugo, ta j'avais machine, pas de bon moteur. Elle vient dans le coin de Niagara Falls, dans le fond d'un champ, pas le bon moteur dedans. C'était complètement fini. Fait que c'est du temps, c'est des sous importants pour ramener ça. Mais même la mienne... Mais moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'il faut être des passionnés en tabarouette. Le monde de motoneige, là, c'est des passionnés, c'est des vrais. Pour se donner cette misère-là, puis tu sais, je peux en témoigner, là, j'ai la journée de tournage qu'on... Écoute, Jeff avait terminé de monter sa motoneige. Il y avait un troupe de pointeau dessus. C'est ça, puis là, c'est le moment qu'on doit partir pour la télé. Partant, les tout fait, écoute, on doit tirer... T'avais des petites gouttes, je me rappelle, t'avais des ben oui, on doit donner près 500 coups de corde, moi puis toi. Mais Jeff était pas payé. Une semaine après, elle marchait. OK, ben en tout cas, on a essayé. Puis, non, vous avez travaillé en tabarouette, ça, c'est sûr. Puis ça, c'était un concours que l'émission faisait qui s'appelait gangtamotoneige.com. Il y a eu gangtonskidooantique.com. Gangtonskidooantique.com. Puis, il y a eu des gagnants, ça a été fait. Oui.
Il y a eu connaissez-vous les gagnants? Les avez-vous rencontrés ou parlé? Pas encore. On devrait les rencontrer pendant la prochaine saison. En fait, ce qui est arrivé, au moment de l'enregistrement du podcast, c'est sûr que la motoneige Hugo reste à terminer. C'est sûr qu'on a donné un gros coup l'hiver passé pour l'amener au Mordu. Dans le fond, c'est un festival de motoneige antique au musée à Valcourt. Donc, on était 2 collectionneurs invités. Fait que la motoneige, la mienne était quasi terminée, fonctionnelle. Hugo n'était pas fonctionnelle, mais esthétiquement parlant, elle semblait fonctionnelle. Mais là, en ce moment, c'est vraiment toute la fin, la mise en marche. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que récemment, on a fait du feu. Là. Ça veut dire qu'il y a de la vie dans le moteur. Fait que les prochaines étapes, c'est vraiment nettoyer le carburateur, faire allumer le moteur. Quand on parlait, on a appris à la dure. Puis, tu sais, aujourd'hui, les modèles récents, là, un modèle de motoneige, toutes les pièces sont identiques. Avant, c'était plus artisanal. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est en fait, le gros problème qu'on a eu, c'est qu'il y avait à l'époque différents castings de base de moteur. Okay. Donc, j'avais mon moteur et puis j'ai pris un donneur du même moteur pour remonter le moteur. Puis on s'est rendu compte que ma plaque de feu... Il y avait des petites différences. Il y avait des différences. Jean-François, il a fallu qu'il refasse les filets. En fait, il n'y avait pas de filet. Non. On a refait ça. Donc, on avait super peur que ça ne fasse pas de feu. Fait que Jean-François a fait les filets. On a mis la plaque de feu dedans. Pourtant, c'était un Blizzard 1980 avec un donneur de un Blizzard 1980, puis les pièces sont différentes. Puis quand tu regardes dans le part list, le parts manuel de ces années-là, il y a plusieurs générations. Tu as la première génération, les premières itérations de ces années-là. Tu as un parts number, puis après ça, plus tard dans l'année, ils ont décidé de changer les pièces. Fait que moi, je ne le savais pas. On a remonté ça avec 2 moteurs qui avaient 2 numéros de série différents. Puis en fait, quand on a tiré dessus, il a fait du feu. Fait que, comme on disait... Ouais. La prochaine étape, c'est on va... j'ai sorti le manuel shop de 1980. Wow. Puis avec un... c'est vrai, avec un indicateur cadran, on va être capable de savoir si l'indexation du crank est bon par rapport au feu. À faire sur le crank, les filets pour mettre on se croise les doigts qu'on puisse le partir bientôt parce qu'on veut... Est-ce que les gens peuvent voir les motoneiges sur le site web pour voter? Finalement, les gens ont déjà voté puis il y a déjà eu un gagnant, mais peut-être qu'il y a des gens qui écoutent le podcast. J'aimerais ça voir les motoneiges sur le site web. Je ne sais pas si David Etienne a mis des photos je pense que la meilleure chose, c'est vraiment d'aller voir les épisodes de motoneige.tv. Parce que le processus est... Puis ils ont tout segmenté aussi, justement, les extraits du processus, finalement, de restauration. Le best, c'est d'aller sur leur page Facebook, je crois. Motorsport.tv, voir les émissions de motoneige.ca de la saison 7 et de la saison 6. Exactement. Ils vont les trouver dans les onglets. Là, souvent, il y a des petits... Dans le fond, ils segmentent tout. Les segments sont là. Donc, c'est le meilleur moyen. Ils vont pouvoir vous voir à l'œuvre en train de... Ou peut-être qu'ils vont pouvoir nous voir crinquer. Je ne sais pas si c'est dans l'émission. Je pense qu'on l'avait fait, ça, oui. Quand ils craignent comme ça. On n'avait pas triché un peu ou... On l'avait pas triché un peu, puis il avait parti ou il n'avait pas parti. Il avait allumé un petit peu, mais il y avait un trouble de pointeau. Il y avait un trouble de pointeau. Wow. JF, en plus, comme c'était pas assez, t'as été recruté par Skidoo, hein? Quand même pas pire. Tu portes fièrement les couleurs de Skidoo aujourd'hui, la petite chemise, absolument. La motoneige. En fait, j'ai eu le bonheur d'annoncer tout récemment. Dans le fond, je vais pouvoir collaborer avec Skidoo. Est-ce que c'est officiel? C'est-tu officiel ici? Absolument. Tu l'avais-tu déjà annoncé ou on a un scoop? Au moment de l'enregistrement, c'est annoncé. Donc oui, je peux en parler. Dans le fond, je vais pouvoir travailler avec Skidoo dans l'équipe Skidoo pour la page Facebook qu'on appelle Skidoo Official Inside Line. Skidoo Official Inside Line. C'est une page Facebook. C'est un groupe. C'est un groupe Facebook. C'est ça. Donc, c'est un endroit où vraiment les passionnés de motoneige Skidoo peuvent échanger entre eux autres. Hey, et tu dis passionné, c'est absolument vrai. Parce qu'il m'a dit ça. Je vais aller voir. Je vais essayer de joindre le groupe. Non, Ben Mila, je suis passé... Non, j'ai pas passé le test, puis j'ai pas été accepté. Fait que c'est pas tout le monde qui sont... Je t'invite à répondre à toutes les questions, donc tu vas pouvoir annexer. Mais qu'est-ce qui est le fun avec cette page-là? Puis moi, je l'ai vécu dans les médias aussi jusqu'à maintenant. C'est que c'est vraiment cool de collaborer puis de parler avec les gens de l'interne. Parce que cette page-là est alimentée aussi par des gens de l'ingénierie, des gens du marketing, des gens du design. Donc, tu sais, quand on veut parler de nouveautés, de technologie, ben c'est vraiment une page qui est le fun.
Puis moi, je vais avoir la chance cet hiver vraiment de collaborer avec eux autres pour la création du contenu et l'animation de la page. Là. Wow. Donc, en tant que passionné de la marque Skidoo, je pense que moi, j'invite vraiment tous les gens à venir, tous les passionnés de la marque Skidoo, là, à venir, à venir s'abonner au groupe Facebook. Est-ce que tu es comme le modérateur du groupe? Tu es comme le boss du groupe? Je ne suis pas le boss du groupe, mais oui, je peux modérer. Mais le plaisir, c'est vraiment de pouvoir échanger, puis d'échanger sur notre passion, puis de parler de la marque. Mais sais-tu ce qui est, pour vrai, ce qui est vraiment cool de la marque Skidoo, c'est qu'ils ont la générosité quand même, d'avoir leur staff comme ça, qui s'implique vraiment là, sur le plancher des vaches, puis avec les gens, puis de parler, puis de communiquer sur Facebook, puis de parler de la passion pour la marque, les ingénieurs ou quelqu'un du marketing aussi. Fait que tu peux avoir des infos privilégiés, finalement, directement des gens qui travaillent là, pas juste de « Ouais, j'ai entendu dire que ça », tu sais. Fait que je trouve ça cool qu'ils soient vraiment aussi, qu'ils se rendent accessibles, finalement, à leur audience, puis à leurs fans, finalement, puis à leurs clients. Il faut comprendre, Ben, que la motoneige, c'est une activité qui est très, très émotive. Dans l'ensemble du motorsport, je connais pas mettons... des disciplines, tu parles. Des disciplines qui regroupent autant de passionnés ou qui étaient autant émotifs. Je ne sais pas, dans la moto, Hugo, tu es plus ferré que moi dans le domaine, là, mais la motoneige, c'est vraiment spécial. Les gens, puis la fidélité à une marque, la passion par rapport à une marque. La saison est courte, donc toutes les motions est condensée là, aussi. Le moment d'attente est tellement long. L'hiver, quand l'hiver arrive, là, on veut en profiter. Là. Mais il y a une vibe, hein, les relais aussi de motoneige. Bon, tu visites d'autres régions, tu vois des endroits exceptionnels, des paysages, des bons. Quand on parlait de motoneige antique, là, moi, souvent, on teste des motoneiges de toutes les marques, là, avec les magazines, des motoneiges neuves. Puis quand tu arrives d'un relais, c'est une motoneige comme un autre. Moi, j'ai déjà roulé un Plus 87 là, que j'avais remonté. Là. Oublie ça, tu avais la plus grosse machine avec 8000 HP. Non, tout le monde venait voir le vieux Formule Plus. Le Plus qui était rouge, hein, le Plus? C'était bon. Hugo, je ne vais pas te relancer là-dessus, mais je me souviens, d'une couple d'années, j'avais roulé avec un Plus X93 en sentier, puis je me souviens, je prenais des photos sur le bord d'une pancarte, tout ça, puis le monde arrêtait. Hey, Jill! Wow! Le monde thumbs up, parce que une belle motoneige pour avoir dans une collection. Ouais. Il était beau le Plus, tout rouge, et je trouvais qu'il ressortait du lot. C'est pare-brise rouge aussi. C'est vrai? Pas sur le Plus X, oui, mais sur les autres, c'était une option. Ouais. Allez, boys, on va parler de review 2025 du snowshoot, parce que Hugo, tu as été au snowshoot. Tu as eu la chance d'aller au snowshoot, d'essayer les nouveaux modèles 2025 qui vont sortir, là, qui vont être disponibles au grand public. Fait que fais-nous donc un petit rundown un peu des modèles, puis tout ça. Qu'est-ce que tu as vécu, quelle expérience pareille? Peut-être 10 ans avec motoneige.ca, quand on va à West Yellowstone au Montana pour essayer les motoneiges. Ça se place bien dans une conversation. West Yellowstone. Ouais, je m'en vais là, Montana. Ça doit être essayer des motoneiges. Ça doit être incroyable, pareil. Comme, Mais non, c'était terrible. mais oui, en fait, on est privilégiés, on est chanceux d'aller essayer ça. Puis 2025, il y a une belle mouture là, pour les différents manufacturiers. Écoute, on parlait de Bombardier, on parlait de Skidoo, pardon. Et puis, Skidoo, un des modèles là, qui m'a vraiment allumé, c'est le XRS, le 850 Turbo. Là, on a une couple de modèles que tu vas nous parler. Là, tu vas passer au travers de chaque manufacturier avec un modèle par marque. Ça, c'est les highlights. Puis, je vais parler du bon, puis peut-être, il y a tout le temps de l'excellent dans chacun des manufacturiers, mais il y a des choses à améliorer aussi. Là. Je vais essayer de donner un pour puis là, tu les as toutes testées, tu les as ridées, ces on les a toutes roulées. Wow, on les a toutes roulées. Puis, donc, ça, c'est le XRS. Ça, c'était vraiment ma machine chez Skidoo qui était la top. Pourquoi était la top? Le moteur turbo, là, écoute, Ben, c'est phénoménal. MXZ. Les MXZ, c'est que avant, les moteurs étaient puissants. Tu as des moteurs 4 temps qui sont turbo, qui développent peut-être un 200 chevaux. Il y a peut-être un petit peu moins de chevaux dans ces machines-là, peut-être 180, 185 GF. Ouais. Mais la différence, c'est que tu es un 2 temps, tu n'as pas de poids. Donc, quand tu as un 4 temps qui développe plus, quand tu l'écrases, mettons, sur des sentiers contrôlés, là, tu l'écrases à 100 km/h, ça avance, c'est fort, le 4 temps, c'est méchant. Mais un petit tabarouette de 2 temps comme ça, là, c'est léger du devant. Fait que
léger, donc tu as une accélération qui est plus facile, tu as plus de traction, et ainsi de suite. Puis le devant, vu que tu n'as pas autant de poids dans le devant, c'est qu'à 100 km/h, à 120 km/h, sans avoir de bosse, tu l'écrases, puis c'est les skis, c'est vers le ciel, ces machines-là. Là, on parle de skidoo, mais Polaris a le même genre de moteur aussi. C'est quand même une technologie qui est impressionnante dans le 850 E-Tech Turbo Air, dans le sens où c'est un moteur qui a un réservoir d'eau en arrière. Okay. Puis ça vient, c'est une technologie qui existait dans l'aviation dans le passé. Mais c'est un moteur-là, justement, pour le garder froid pour qu'il performe au maximum, c'est qu'après un certain temps, il va injecter de l'eau dans le moteur, dans le mélange essence et air, justement pour refroidir le moteur. Fait que ça permet d'avoir 180 HP là, en continu. Puis il y avait une version turbo aussi dans la montagne que lui permet de monter, de mémoire, jusqu'à 8000 pieds, toujours à 180 HP, mais là, en sentier, on l'a. Donc, c'est vraiment impressionnant. Nous, à West Yellowstone, là-bas, on est quand même très haut en élévation. Puis un turbo, ça ne fait pas de différence sur les chevaux. Donc, la différence est encore plus grande parce qu'un moteur atmosphérique normal, je pense que tu perds comme 20 donc, on avait ça qui était à 180 chevaux, qui avait tous ces chevaux, versus n'importe quel autre moteur qui n'était pas de turbo. Il y avait une grosse différence en chevaux. Donc, le moteur de ces bébites-là, Benoît, c'est incroyable. Ça donne le goût. L'autre chose qui était bien en 2025, tu as la nouvelle suspension en avant puis les skis, c'est les RAS ARX, je pense. Oui, exact. Jean-François. Ce que ça l'amène versus à la version de l'année passée ou les modèles de cette année qui n'ont pas ce kit-là. Avant, les motoneiges tournaient, mais il fallait que tu travailles. Ouais. Donc, il fallait que tu te penches par en avant, il fallait que tu mettes ton poids sur les skis pour que ça morde. Avec ce nouveau setup de suspension-là, beaucoup plus stable à l'avant. Puis j'ai fait des tests, puis je faisais exprès. Je m'en allais, je restais droit sur la motoneige. On était dans de la neige qui n'était pas tapée. Puis j'essayais pas de brasser la motoneige pour donner des go. Je faisais juste tourner le guidon. La motoneige tournait. Wow. Donc, je le sais que c'est fonctionnel, ce nouvel arrangement-là, versus l'ancienne génération. L'ancienne génération, tu es capable de la pousser, tu es capable de la brasser, mais tu as plus là, de man handling à faire dessus. Mais un autre gros avantage avec ça, les RAS ARX, ça paraît. Donc, c'est pas ça paraît dessus, c'est un petit peu différent. Il y a une bonne différence par rapport à avant. Je peux me permettre, c'est qu'il y a quand même des changements. C'est vraiment des changements de géométrie de suspension avant qui font toute une différence au niveau de la conduite. Je sais que l'amortisseur est plus incliné, fait qu'il est capable de prendre plus de force. De force latérale, les jambes de ski sont plus longues. Les arms, la RAS ARX en avant sont plus flattes aussi. Puis ça, c'est les suspensions qui sont actives, hein? Je pense ça dépend si tu as le système Smart Shocks dessus. Oui, c'est ça. Avec le Smart Shock, je pense quand tu es à certaines vitesses, écoute, ça fait longtemps, là, à certaines vitesses, puis dans les courbes, je pense que la suspension va s'ajuster, va mettre plus de pression d'un bord que de l'autre. Puis ça aussi, ça marche vraiment bien. Sinon, dans les bonnes choses de la motoneige, l'ergonomie de cette motoneige-là est vraiment bonne, puis la qualité des matériaux de skidoo, on ne se le cachera pas. Selon moi, les autres ont un petit peu de rattrapage à faire. Skidoo est très renommé dans l'industrie pour la finition de leur motoneige. Là, c'est toujours impeccable. Puis, avant de tomber dans les choses, selon moi, à améliorer, la dernière chose qui est vraiment le fun de cette motoneige-là, c'est un XRS. Le XRS, là, c'est pas la machine touring. Le XRS, c'est la machine de boss. Snowcross. Le snowcross. Et voilà. Le XRS, c'est la machine auparavant qui est raide, qui n'est pas le fun à rouler. D'un boss, quand tu reviens dimanche soir, tu as le goût d'être sur un laveuse-sécheuse. Mais le tabarouette de XRS, c'est que tu peux ajuster les modes de suspension. Okay. En ajustant les modes de suspension, en le mettant au mode confort, à la fin de la journée, on avait à peu près, je me trompe peut-être, 7-8 motoneiges. À la fin de la journée, tout le monde se battait pour embarquer sur le snowcross dans les bosses. En mode confort, c'était une des motos. Ben, j'ai pas testé un grand touring de skidoo, là, mais c'était la motoneige qui était la plus confortable, puis c'était une motoneige de snowcross. C'est comme trois motoneiges. Avec le Smart Shock, c'est comme trois motoneiges en un. Parce qu'un mode confort, c'est hyper doux. Puis, tu sais, pour en avoir eu dans le passé, j'ai eu un XRS plus le Maxz avec les Smart Shocks. C'est hyper confortable en mode confort. Mode sport, c'est plus raide. Ça se compare à vraiment un X ou un XRS. Mais le mode Sport Plus de mémoire, à ce moment-là, ça se comporte vraiment comme XRS très, très stiff. Nice. Sinon, si j'avais amélioré des choses sur la motoneige,
Le freinage est adéquat, mais comparativement, mettons, à un Polaris, selon moi, Polaris, c'est eux qui ont le meilleur système de frein pour différentes raisons, j'expliquerai tantôt. Le système de freinage est adéquat, ça va bien, mais je trouve qu'il manque un peu de feeling. L'autre chose, même si on a amélioré les cadrans, je trouve que sur le marché, il y a un meilleur cadran. C'est le cadran de Polaris. Je le trouve plus simple, il est plus visuel, il est plus clair. Ça avait été quelque chose, parce qu'on parle aux ingénieurs pendant les essais. Puis j'avais dit, je trouve que le cadran, il est noir. Ouais. Il n'est pas aussi pétant. Polaris, le cadran, il est pétant. Puis la dernière chose à corriger, puis ça, j'ai eu bien des débats avec eux là-bas, c'est qu'auparavant, OK, il y avait certains boutons qui étaient dédiés sur les modes de suspension ou les modes de puissance, ainsi de suite. Ils étaient dédiés soit sur la console ou ailleurs. Là, ce qu'ils ont fait, puis je trouve que c'est une erreur, puis c'est une erreur dans n'importe quel sport, qui est la moto, en mode aventure. Tu veux avoir certains boutons qui étaient des modes ABS pour tes freins en arrière, des choses comme ça. Tu veux avoir des boutons dédiés, pas avoir à jouer dans les menus. Puis une erreur que je trouve qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont mis ces changements-là en pensant bien faire, en pensant, hey, la technologie, le futur, c'est de mettre tout dans le cluster. Mais c'est que tu es obligé de jouer avec les settings, etc. Les settings. OK, là, je suis dans ma musique. Ouais. Ils ont fait ça pour... Ils ont fait ça pour soi-disant avoir un meilleur contrôle, puis pas avoir les doigts qui perdent le guidon. Mais là, c'est pas les doigts qui perdent le guidon, c'est les yeux qui perdent la route. Ouais. Parce que là, il faut que tu regardes ton cadran. Je trouve pas ça aussi... moi, je peux dire ça... en tout cas, c'est pas aussi évident. Avant, là, c'est que tu savais que le bouton était à peu près à tel endroit sur ton dash. En haut, c'était dur. En bas, c'était mou. Puis dans le milieu, c'était intermédiaire. Fait que tu n'avais pas besoin de te questionner, tu es rendu où dans tes paramètres. Tu faisais juste dire, OK, j'arrive, j'ai une grosse section de boss. Mets ça dans le fond sans regarder. Tu avais une fraction de seconde, tu faisais juste mettre ça dans le fond. Tu étais au plus dur, tu allais attaquer les boss. Là, tu étais fatigué un petit peu ou c'était une belle trail qui était droite. Tu ne regardais pas, clic, 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 tu mettais ça. Fait que je pense que ce soit dans la motoneige ou dans d'autres sports, tu devrais avoir certains boutons qui sont dédiés facilement, rapidement, interchangeables. Donc, des améliorations peut-être à ce niveau-là. Là. Pour le MXZ, ta note sur 10, tu irais avec quoi pour le nouveau modèle 2025? Écoute, je te dirais... Un brûle pour point comme ça, là? Je te dirais un 8.59. Wow. Vraiment, Oh, là, quand même. vraiment. C'est fort, c'est une grosse note en partant, là. Oui, puis... pour différentes raisons, je vais aller dans une autre marque, il va scorer un 8.59 pour d'autres raisons. Je vais peut-être expliquer les différences, mais je trouve que Ski-Doo, un bon package qui a quand même qui a bien évolué avec les versions. Les qualités des matériaux sont vraiment bien. Est-ce qu'ils sont plus fiables ou pas? C'est pas ça que je veux dire, mais la qualité des matériaux sont vraiment bien. Les textures de siège, les textures de la peinture, la façon que ça clip, je trouve qu'ils sont... je pense que pour l'expérience de conduite aussi, c'est assez exceptionnel. Oui, c'est chacun des manufacturiers... Je vais prendre même Yamaha qui s'en va, c'est malheureux. Dans certaines conditions, Yamaha est intouchable. Dans certains types de sentiers, dans certaines conditions, Yamaha est intouchable. Mais Ski-Doo, c'est un bon compromis entre boss, entre sentiers sinueux. Fait que moi, je te dirais un 8.5, 9 pour la XRS Turbo. OK, super. On va y aller avec la deuxième motoneige, mais là, juste avant, il faut que tu mettes ton casque de pilote, de review officiel 2025. Je vais le mettre pour montrer le style parce qu'il fait chaud. Non, regardez ça. Tu as quand même une crédibilité à regarder. La crédibilité, oui, j'ai Motoski ici. Ben oui, vintage. Vas-y fort, mon Hugo. Attendez. Ça, c'est le kit que tu utilises pour tes reviews. Les gens roulaient avec ça à l'époque. les gens, c'est ce qu'il y avait. Fait qu'imagine. C'est-tu des lunettes Ski-Doo pis tout? Oui, c'est tout. C'est la marque? C'est tout Ski-Doo. Ben voyons, toi. Avec les lunettes, je les appelle les lunettes grenouilles. Wow! On va réussir ça. Fait que ça, c'est le kit du parfait testeur de motoneige que Hugo porte fièrement pour les reviews 2025. Donc, Hugo, le deuxième modèle de motoneige que tu vas nous faire un review, c'est quoi? On pourrait parler peut-être d'un autre manufacturier qui est Arctic 4, je te dirais. Ben oui, le chat Arctic pour... Le petit chat. Donc, cette année, on avait en fait,
Arctic Cat, je vais leur laisser. Je vais mettre des gros bémols, puis je vais partir. Oui, je suis crédible. Hein. Ben absolument. Je suis vraiment crédible. Enlève surtout Je t'écoute attentivement. En fait, ce qui est arrivé, puis c'est le fun parce qu'on a beaucoup d'anecdotes quand on va sur place, on parle aux ingénieurs. Dès le départ, les gens d'Arctic Cat nous ont averti que l'année passée, est-ce qu'il y a eu de la neige? Il n'y a pas eu de neige l'année passée. Donc, il n'y a pas eu de neige pour personne. Donc, normalement, les machines, pour les amener en West-Yellowstone pour les snowshoes, ils les amènent dans la neige chez eux, ils font plein de tests de moteur, de suspension, de clutch, ainsi de suite. Il n'y a pas eu de neige. Donc, ce qui nous a avertis, dit, les gars, ce que vous allez tester, c'est vraiment des motoneiges. Normalement, ils sont prêts en production à 85 %. Là, je vous dirais, ils étaient à 75 %. Donc, à cause du manque de neige, c'était difficile de donner une note sur ces motoneiges. Mais est-ce que c'est des prototypes ou... Oui, c'est tous des prototypes. OK, wow. C'est pas nécessairement ce modèle-là exactement comme ça qui va finir disponible au grand public. En fait, ce n'est pas ce modèle-là. Comme je dis, normalement, c'est peut-être à 85-90% proche de la réalité. Des fois, c'est du fine-tuning interne, des choses comme ça. Des fois, il y a des composantes de plastique qui ont été faites en impression 3D. Donc, dépendamment comment ils sont avancés dans le modèle. Des fois, sur les motoneiges, j'ai des plastiques de l'année précédente, j'ai les sièges de l'année précédente. Donc, quand on a ça, on est indiqué, regarde, prenez des photos, testez la motoneige, mais prenez pas des photos parce que c'est pas la bonne esthétique, on n'avait pas terminé. Fait que les plus et les moins du Arctic Cat? Les plus, l'Arctic Cat, c'est le go-kart. C'est le go-kart des trails. Je dis le go-kart parce que la suspension était vraiment, vraiment, vraiment dure. Donc, c'était quand on parlait tantôt qu'à la fin de la journée, on voulait embarquer sur le XRS. Dans Arctic Cat, encore une fois, des prototypes, la suspension était vraiment, vraiment ferme. Le vraiment ferme est intéressant quand, encore une fois, tu as un beau sentier. Quand je dis, là, dans les courbes, dans les coins, cette motoneige-là, l'assiette était parfaite, ça mordait, ça tournait, ça allait vraiment, vraiment bien. Donc, chapeau pour ça, pour Arctic Cat. Vraiment, c'est un châssis qui était vraiment, vraiment stable là, pour les tests. Ça, le modèle, c'était quoi? C'était des ZR 858 qu'on a testé beaucoup. Donc, oui. Les points plus négatifs de la machine? Les points plus négatifs, puis encore une fois, là, c'est un gros bémol. Les suspensions étaient vraiment sèches, là. Je pense que Arctic Cat n'a jamais été reconnu pour être des sofas non plus, là. Donc, l'assiette, la stabilité dans les gros points, les gros highlights de Arctic Cat. Au niveau du moteur, les moteurs n'étaient pas tous égaux. Il y a des moteurs il est marqué 858 dessus, il y a des moteurs qu'on avait testés qui ne performaient pas dans la gamme là, des 800, 850. Il y en avait d'autres qui allaient mieux. Donc, au niveau du moteur, je ne pourrais pas dire. La prochaine génération de ces moteurs-là, écoutez, les gars, ça va être exceptionnel. On n'a pas pu tester à sa juste valeur. Je rentre dessus. On va te donner une chance. Il fait chaud. Il fait chaud. Donc, au niveau des moteurs, c'était difficile à dire. Les suspensions étaient vraiment fermes. Le cadran, il y avait des nouvelles générations de cadrans aussi. Il y avait des problèmes au niveau des cadrans. Il n'était pas tout le temps autant stable. Une grosse amélioration par rapport aux anciens clusters. Là, je ne me rappelle plus comment il les nommait. En fait, la façon de voir ce qui se passait à l'écran va être vraiment supérieure à ce qu'on avait avant, mais il y avait des glitches dans le... Puis je me trompe peut-être, je vais peut-être dire quelque chose, là, mais je pense que c'était fait avec Garmin ou des choses comme ça. C'était fait avec Garmin, mais ça, je ne suis pas certain à 100%. Grosse amélioration par rapport à l'ancien cadran, mais il était vraiment en début de production. Donc, c'était dur, c'était vraiment dur à dire. Mais ça, je le dis, c'était le go-kart sur neige, cette machine-là. C'était, quand les sentiers étaient parfaits, là, c'était comme « wow », on s'amusait avec ça. Ça tient la route, comme on dit. C'était vraiment plaisant. Prochain modèle pour le Snowshoot 2025. Je vais aller avec Polaris. On va garder Yamaha pour la fin parce que malheureusement, Yamaha, c'est la dernière année. Oui. Mais puis là, je suis super embêté, puis je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 2 modèles qui m'ont vraiment allumé dans Polaris. Il y a le nouveau moteur dans le sentier qui est le 9R. On a aussi le moteur 850 Turbo.
qui est aussi offert pas mal dans les mêmes plateformes. Je ne pourrais pas dire lequel, tu me dirais avec mon argent lequel j'achèterais. Ouais. Ça, c'est le modèle Turbo, 850 Turbo. Dans le 850 Turbo, l'autre chose qui est le fun aussi, que tu as les suspensions Dynamics, ça, je vais revenir par la suite là-dessus, entre les deux moteurs. Je me rappelle, la première année qu'ils ont sorti le 9R, ils l'ont sorti dans les motoneiges de montagne, puis tout le monde qui essayait ça, pour moi, tu avais le 850 Turbo. Tu sais, quand tu dis Turbo, c'est la grosse machine, c'est fou. Puis tout le monde qui allait essayer, moi, je ne suis pas un gars de montagne, là, fait que je n'ai pas pu les essayer. Tout le monde qui revenait, même si le 900R développait moins en altitude, les gars revenaient tous, là. Oh my God, le 9R, c'est complètement malade, même s'il y avait plus de chevaux qui sortaient du 850 Turbo. Fait que je ne comprenais pas pourquoi. Cette année, on l'a dans le sentier, le 9R, et j'ai compris pourquoi, Ben. C'est que le 850, je ne veux pas dire qu'il prend du temps à spooler sa puissance, mais quand tu arrives dans la courbe, tu freines, tu regazes, il y a une milliseconde que ça prend pour bâtir ta puissance. Donc, on parle pratiquement de rien, mais tu as un petit délai, mais vraiment, vraiment minime. Quand tu embarques sur le 9R, c'est instantané. Donc, le moteur, même si je peux encore me tromper, mais je pense qu'il développe moins que le 850, le 850 Turbo. La puissance est tellement instantanée, c'est on demand. Donc, aussitôt que tu l'écrases, il y a zéro délai, le moteur révolutionne maintenant, puis tout de suite. Donc, tu arrives dans ta courbe, tu freines, tu leur snaps, c'est tout de suite, là. C'est pas tu te prépares, à un moment donné, ça se poule, puis ça repart. Puis je trouve que la puissance, même si elle est plus brutale, elle est plus facile à gager. Tu vas trouver ça drôle, mais c'est qu'un moteur turbo, quand tu le gages, quand ça se met à se pouler puis à partir, ça part, là. Ça part, puis c'est pas une puissance. Je trouve que c'est pas une puissance qui est au bout du pouce. C'est une puissance qui est plus artificielle. Donc, quand ça part, puis ça part sur le turbo. Puis quand ça part, c'est attache ta tuque, puis ça part comme, je ne veux pas dire n'importe comment, mais ça part, puis peut-être que la puissance est plus difficile à gager. Le 9R, c'est plus comme un vieux moteur qui... c'est un nouveau moteur, là, mais une ancienne génération de moteur que tu donnes 1 centimètre, tu le gazes, puis tu as 1 centimètre, tu n'as pas plus parce que le moteur va t'avoir spoolé sur le turbo. Donc, j'ai de la misère à dire quel moteur je prendrais. Okay. Le 850, il est plus raffiné, le moteur turbo. Il va développer, c'est fou encore une fois, à 100-120 km/h, tu lui donnes du gaz, ça part en fou. Mais le petit moment que ça manque, le temps que ça va monter sa puissance, même si c'est rien, me fait hésiter un peu plus. Le 900R, la puissance est moins... c'est pas doux, c'est pas joli, c'est brutal. Fait que, mais il n'y a pas de délai. Quand tu en donnes, ça part. C'est pas pour les doux. C'est pas pour les doux. Pour conclure avec le Polaris, ta note sur 10 pour le 9R 2025? Écoute, ça serait... ça serait encore une fois un 8.59 parce que je vais rajouter autre chose. C'est les nouvelles suspensions de Polaris qui sont actives, les suspensions Dynamics qui est encore setée par rapport à la vitesse exactement. Ce qui est le fun, là, puis à la limite c'est le fun puis c'est dangereux, c'est que tu vois ta suspension travailler. Donc, quand tu tournes, tu vois que tes suspensions intérieures-extérieures vont tomber dans le rouge quand tu es rendu à un certain niveau de ta stroke de suspension. Ouais. La même chose en accélération, tu vois que les skis en avant viennent verts, la suspension en arrière vient rouge. Fait que c'est le fun parce que tu es capable de voir où est rendue ta suspension dans sa stroke. Donc, si tu es tout le temps dans le rouge, bien, ce que tu fais, tu vas le craquer un petit peu, tu vas t'ajouter comme ça. Puis je pense que tu vois les G ou des choses comme ça, la force dans les virages. Juste ça, même si, en fait, ça t'aide dessus, je ne le sais pas, là, mais juste le fait, c'est marketing. Ils ont scoré à 300% là-dedans, Polaris. J'ai jamais vu ça, c'est quand même intéressant. C'est débile. Parce que, tu sais, t'as un feeling quand tu roules une machine, une moto, une motoneige, puis OK, la suspension est molle, mais là, tu peux l'avoir vraiment sur ton dash, là, ton cadran, Skidoo ton a le même écran. genre de suspension, mais tu le vois pas, ça. Le Skidoo est aussi performant, mais juste le fait d'avoir fait ça, encore une fois, elle fonctionne pas mieux. Il faudrait que vraiment j'ai été side-by-side, mais juste le fait de voir ce qui se passe, c'est super intéressant. Okay. Puis les freins du Polaris, je trouve que le frein est incroyable parce que ça freine bien. Puis je l'ai tout le temps dit, c'est que je sais pas comment ils ont fait, mais c'est un frein ventilé, puis t'entends quand tu freines, t'entends le petit...
le genre d'un silement. Ouais. Donc, tant que ta chenille n'est pas barrée, tu entends le silement. Quand tu n'entends plus le silement, ben ta chenille est barrée. Fait que ça te dit, ta chenille est barrée, ça donne plus rien, d'y en donner un... Lâche-les, puis tu refreines. Je trouve que ça te donne un feedback supplémentaire. Fait que c'est pour ça que je te dirais encore un 8.5, 9 à la Polaris. Là, j'ai vraiment aimé. L'ergonomie est différente. Tu es assis droit. Il y en a qui aiment ça d'être assis plus sur la motoneige, tu es plus haut. Il y en a d'autres, si tu veux être plus dans la motoneige. Question de goût rendu là. Oui, c'est une question de goût. Exactement, question de goût. ouais. Finition peut-être un petit peu en bas de Skidoo, Ouais, de la finition exactement. générale, mais il grimpe. Ouais, il y a des bonnes machines quand même. Ouais. Sinon, la prochaine, on va y aller avec... Le prochain, Yamaha, triste. C'est Yamaha ça, je m'en allais s'en va. dire, la dernière... J'ai gardé la pièce de collection. Oui, la pièce de collection. En fait, ça va des pièces de collection, les Yamaha. Puis on a eu la chance, il y avait pour moi, le modèle de Yamaha, c'est le SRX. Le SRX, encore une fois, parce que je trouve que c'est, à part d'Arctic 4, là, qu'un modèle, c'est sa cousine là, dans le Thunder 4, c'est le seul modèle, encore aujourd'hui, qui peut se conduire comme une ancienne motoneige. Ah ouais? Parce que c'est un châssis qui est quand même assez flat. Puis le modèle du SRX, il y en a qui ont crié, ça n'a pas d'allure, c'est que la chenille, il n'y a pas des gros crampons dessus. Okay. Ça avait été fait pour le top speed, donc moins de friction au niveau ça mange moins de puissance. Puis ce que ça a donné aussi, c'est que dans les courbes, vu que tu n'as pas de traction, tu peux conduire à l'ancienne. Donc, tu vas rentrer dans les courbes avec un SRX comme une vieille motoneige, tu vas faire des rapides derrière, tu vas y en redonner, puis tu vas faire toute la courbe sur le drift. Donc, quand tu as une motoneige plus haute, qui a plus de tracking, qui a plus de grip, tu ne pourras pas faire ça. Fait que si je comprends bien, si Guy Laliberté avait une motoneige récente, il irait vers un modèle comme ça. Tu lui conseillerais la Yamaha. S'il aime l'ancienne, oui, mais probablement parce que... À cause de la position de conduite. Position de conduite, tu as un 200 chevaux, puis surtout celle-là. En passant, celle-là, c'est drôle parce que la motoneige que je suis, c'est le modèle 001 qui est là, puis là, tu es en panne d'essence. Parce que c'est la seule motoneige pendant le snowshoe qu'on n'avait pas le droit de conduire parce que c'est une motoneige, on va voir sur les autres slides, c'est une motoneige qui a été signée par tous les gens qui ont travaillé sur la chaîne de production chez Yamaha. Donc, quand ils ont terminé la motoneige qui était la 001, tout le monde a signé. Wow. Donc, cette motoneige-là a une valeur inestimable. Donc, la dernière année, c'est le modèle de performance, c'est la 001. Puis, c'est le modèle avec beaucoup de chevaux. Donc, quand on a vu la motoneige sur le bord de la trail, on a tout viré de bord. On dit « Hey, on va l'essayer. » Je dis « First, tu peux pas. Parce qu'on veut pas qu'il arrive rien. Puis, secondo, on n'a pas checké notre affaire. On est en panne d'essence. Fait que la motoneige était en avant. C'est le modèle 001. Puis encore une fois, cette motoneige-là, dans les bonnes conditions, c'est vraiment dur à toucher parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de bosses, là, parce que ça brasse plus que d'autres modèles. C'est que c'est tellement... La motoneige tient tellement bien la route. Il y a tellement de chevaux. Je pense que c'est comme 200 chevaux, puis même plus. Là, ça l'arrache. Ça l'arrache, cette motoneige-là. C'est que même si tu es plus rapide à certains endroits qu'un autre motoneige, c'est tellement puissant, tu vas prendre un petit bout de droit que tout ce que tu vas avoir gagné ailleurs, à te battre dans les courbes, à gagner là, une coupe de ski en avant, tu prends un droit avec une motoneige comme ça, des 200 chevaux, 4 temps turbo, là, en l'espace de tout ce que tu as travaillé, tu l'as regagné. Fait que tu as un plaisir fou avec ces modèles-là de Yamaha. Là. Ben Hugo, un gros merci pour ton review motoneige 2025. Ça fait plaisir. Et là, c'est le temps de couronner la motoneige de l'année 2025 selon le podcast Gasoline qui est très scientifique, là, tout ça. Là, Écoute, moi je te dirais, je vais y aller en ordre, puis désolé Jean-François. Ma première, mon coup de cœur, je te dirais, c'est probablement la Polaris 850 Turbo avec la suspension Dynamics. Tu as un package de fou au niveau des suspensions. Tu as le 850 Turbo de fou. Tu as un frein de malade. Tu as des choses... Mon numéro 2, ça serait le XRS de Skidoo. Je te dirais que Skidoo a des choses... Tu as des highlights un petit peu plus que la Polaris. Mais au général, je pense que j'irais pour les amateurs de Polaris,
tu me dirais quel motoneige tu veux rouler en 2025, ça serait la Polaris 850 Turbo avec la suspension Dynamics. Donc, la motoneige de l'année 2025, on l'aura appris ici à Gasoline Podcast avec Hugo. Mais c'était des prototypes qu'on a roulés. Donc, il y a tout le temps des variantes, mais mon coup de cœur quand j'étais là-bas, c'était comme wow, quel motoneige qu'ils nous ont fait pour le cadran, pour le système qui était facile d'utiliser au niveau du GPS, c'était très, très clair, pour la suspension Dynamics, pour la vue de voir travailler tes suspensions, pour la suspension générale qui fonctionnait très bien, pour les freins, pour un package général. C'est un motoneige que j'ai trippé. On va applaudir la motoneige. Applaudissons la motoneige. Hey, mais là, les boys, je suis un peu déçu parce que vous avez oublié une motoneige dans votre review. Oh boy. Je peux pas croire que vous avez oublié cette motoneige-là. La Taiga. Ah, c'est une motoneige que j'ai jamais roulé. Les deux gars me regardent avec les yeux gros de même. La Taiga, les boys. En fait, écoute, même, on parle de Taiga. T'as pas au review au Snowshoot 2025? Non, il l'avait pas. Il l'avait pas. Mais l'autre chose que j'ai oublié de te parler, très, très, très rapidement, on a oublié les Lynx. Oui, on a oublié les Lynx. J'ai oublié les Lynx. Les Lynx, en gros, encore une fois, c'est une question de préférence. Une Lynx, là, c'est quelqu'un qui veut principalement faire de la bosse. Ouais. C'est une motoneige qui est stiff, mais stiff là, au bout. Mais quand tu veux brasser une motoneige, quand tu veux pas que ça pardonne, quand tu veux essayer de, je ne veux pas dire briser la motoneige, là, mais ces motoneiges-là sont faites pour être brassées. Mais pour le Québec, à moins d'être dans des conditions très, très, très précises, puis te dire, hey, aujourd'hui, là, je m'en vais me briser le dos, je m'en vais brasser ça. Dans ces conditions-là, oui, embarque sur une Lynx, les suspensions, la motoneige en général, la philosophie en arrière de ça, c'est fait pour être brassé ça, mais en général, c'est pas en fait, c'est vraiment fait pour. C'est designé pour le type de randonnée qui sont faites en Finlande. Oui, exact. C'est majoritairement c'est pas du sentier surfacé, c'est vraiment dans de la bosse. Dans de la grosse bosse. Fait que c'est des machines qui sont vraiment, oui, effectivement, qui portent plus dur. Mais côté calibration, suspension, c'est vraiment fait pour des conditions vraiment extrêmes. Là. En fait, c'est une bonne motoneige pour avoir deux motoneiges, je me dirais. Je garderais cette motoneige-là pour une période de 4 heures dans la semaine, le dimanche, en fin de soirée, quand c'est tout démoli. Ouais. Je vais embarquer sur une Lynx. Dans mon coin, dimanche après-midi, vers 3-4 heures à Saint-Lin. Ouais. Dans la grosse planche à laver. Mais donc, chacun des manufacturiers, quand je disais, ils ont tous des highlights à différents endroits. La Lynx pour le magané, pour la bosse, des choses comme ça, c'est une excellente motoneige. C'est la motorisation de skidoo, donc les gens vont se retrouver qu'il y a des très bons moteurs. La finition est excellente aussi. Il y a énormément de composantes qui sont similaires à skidoo, là, effectivement. Wow. Et j'ai comme l'impression, on parlait de légende comme la Yamaha, qui est la dernière édition, dernière version, qui va devenir une pièce de collection. On parlait de la Taiga, justement, qui était pas au snowshoot, mais qui va peut-être finir dans un musée, elle aussi, de véhicules électriques qui va avoir eu un modèle, pas un modèle, mais une année finalement, j'imagine. Je pense qu'ils ont produit 2 modèles différents, là, mais qui étaient supposés d'être fabriqués ici, en plus à Mauricie. Taiga était supposé, tu savais-tu, Albert, était supposé de construire une méga usine à Shawinigan pour une manufacture là, où c'est que était pour faire la construction des motoneiges. Finalement, l'usine ne s'est jamais construite. Puis on dirait que ça va de mal en pire, malheureusement. Pour Taiga, moi, je trouve ça plate. Au-delà du truc que c'est électrique, puis dans les trails, c'est n'importe quoi, puis c'est pas pratique. Mais au-delà de ça, je pense que d'avoir un autre manufacturier québécois de motoneige, notre invention. Un savoir-faire dans l'électrique qui va se perdre. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été investis, qui ont été donnés à Taiga, que ça l'a crié un peu, mais en même temps, c'est une business québécoise, c'est une business locale. Oui, c'est plate, mais il faut s'aider, il faut s'encourager ici au Québec. On est un petit village ici, là, puis non, c'est pas drôle ce qui arrive à Taiga. Mais si on met notre chapeau de chroniqueur motoneige, c'est sûr que dans l'industrie, puis je pense que Yamaha, c'est un peu la même chose. T'sais, la concurrence fait en sorte que des manufacturiers comme Skidoo, Polaris, peu importe, mais ils cherchent à se dépasser, à être les meilleurs. Donc, c'est vraiment sain pour l'industrie. Fait que c'est sûr que quand il y a des joueurs comme ça qui parlent, c'est pas nécessairement bon pour l'industrie, mais je pense que la concurrence en ce moment est encore très forte. Puis un manufacturier comme BRP Skidoo, il cherche vraiment
avoir les meilleurs produits sur le marché aussi. Là. Pensez-vous que ça va venir un jour, il va y avoir de plus en plus justement de modèles électriques? BRP, on sait qu'ils vont sortir des motos électriques. Ça a été annoncé il y a pas si longtemps. Dans motoneige, il y en a déjà. Mais jusqu'à maintenant, c'était vraiment dans les centres d'expérience BRP comme Château Montebello, Fairmont Manoir Richelieu. Oui. Il y avait le Grand Touring électrique. Il va y avoir l'expédition cette année. Ouais. Donc, c'est des motoneiges qui étaient vraiment pour des circuits en location. Mais je pense que c'est l'avenir. Mais oui, il y a encore plusieurs années de développement pour rendre ça. Puis ce qui aide pas, c'est que dans les véhicules, tu as des modèles hybrides qui ne te coincent pas dans un certain range. Mais sur un véhicule comme une moto, une motoneige, c'est difficile de merger un moteur thermique avec un moteur électrique. Mais je trouve le plus beau compromis, c'est d'avoir un hybride. Je ne sais pas si c'est possible pour ces... L'avenir va nous le dire. Oui. L'avenir va nous le dire, effectivement. Mais le moteur thermique, il y a encore plusieurs années dans la motoneige. Là. C'est sûr que on parle d'hiver, on parle de froid, on parle de au niveau ravitaillement. Fait que, les technologies vont évoluer, puis les véhicules aussi. Mais heureusement, il y a encore des Mag Z, 3 cylindres, 3 pipes qui iront rendre. Puis du monde assez fou pour les remonter. Exactement. Ben, écoute, les boys, un gros merci d'avoir passé en studio. Ça a été bien le fun de parler de motoneige. Ça a passé super vite. Puis je suis clair qu'il va y avoir plein de commentaires de fous sur l'épisode. Partagez-le au maximum. On travaille fort pour ça. Puis tu sais, tu peux vous parler de passion. Là, c'est tellement ça, la motoneige. Là, c'est tellement de la passion. Donc, c'est du gros fun. Pour moi, faire ça, j'espère que vous avez eu du fun aussi à le faire, mais moi, ça a été du fun de vous recevoir. Ben, ça a passé très vite, honnêtement. J'ai encore plein à dire. J'ai passé vite en tabarouette. Qu'est-ce que vous pensez si on fait une espèce de tome 2 de ce podcast-là, puis on va pouvoir aller un petit peu plus en profondeur sur certains modèles, ou peu importe ce que vous voulez parler. On va vous réinviter, puis on va parler de motoneige. Ben là, Hugo, vas-tu ramener ton casque, là? Je sais pas, là, écoute, il a donné. Oui, c'est ça, je pense. Hugo, il a donné, il a eu chaud en masse. Les boys, avant de vous laisser, où est-ce qu'on peut vous lire, ou vous voir, ou peu importe sur le web, magazine, En fait, etc. nous lire sur motoneige.ca. Ouais. Donc, magazine web. Oui. On travaille beaucoup encore à parler d'accessoires, à parler de motoneige comme tel. J'essaye aussi de faire des articles. On manque de temps, là, mais sortir du matériel vintage aussi dans le magazine. Ben oui, absolument. JF, toi, on va pouvoir... Ben aussi, Hugo, il ne faut pas oublier... on a du travail à faire. Motoneige.tv. Oui. Donc, des belles choses de ce côté-là. De mon côté, j'ai parlé tantôt de Skidoo Sidelines. Oui. Ça, on peut venez vous abonner en grand nombre. Au groupe Facebook. J'étais quand même assez actif aussi au niveau des médias sociaux. Là, donc, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, JF Leclerc 1200. Yes. Donc, je pense qu'il y a plein de belles choses. En tout cas, on travaille fort, mais c'est tellement une passion qu'on ne fait pas vraiment du travail. Là. Ça va nous prendre un crinqueux, mais qu'on parte les motoneiges, Ben. Ouais, ben, là. Ou un pilote d'essai pour la première aide. Oui, exact. Oui, absolument, ça va être... Je connais un champion de motocross qui devrait être pas pire pour essayer ça. Est-ce que pour la première aide, pour être sûr que tout se passe bien et que tout est en ordre? Là. Hugo, il est comme, pas sûr. Ça, mais vous n'aurez pas de problème à trouver un pilote pour essayer votre motoneige pour la première essai après le rebuild. On fait des farces, on fait des farces, mais d'après moi, l'MXZ, il va être pas mal bon. Là. Ouais. Ah, Hugo, c'est le liqueur en tabarnak. Écoute, son blizzard, là, il pense encore. En fait, le blizzard, pour moi, il y a peut-être une valeur sentimentale différente, vu que c'est vraiment un vintage, puis c'est une motoneige que j'ai eu. J'ai un blizzard 1981. Fait que j'ai grandi avec ces motoneiges-là, mais le tabarouette m'a tellement donné de misère que... J'espère juste qu'il ne me lâchera pas, qu'il va se rendre jusqu'au bout, qu'il va pouvoir rouler avec toi, JF. Faut comprendre que c'est quand même des machines de 1980-95, c'est de la mécanique, c'est pas nouveau. Il n'y a plus rien qui t'appelle pas Skidoo pour dire j'ai besoin de cette pièce-là. Là. C'est soit que tu la refais ou que tu trouves ça à quelque part dans le fond d'une grange. Puis je répète, on est parti. Je pense que on l'a vécu, là, mais je pense que faut répéter comme de quoi c'était des épaves. Puis le point de départ versus le résultat final, c'est
je ne veux pas lui lancer des fleurs, mais c'est quasiment phénoménal comme travail, là, parce que c'est tellement de jus de bras, des recherches, on a eu de l'aide de plusieurs personnes, mais l'effort que ça a demandé, oui, à la fin, on va léguer les motoneiges, mais on va-tu lâcher une petite larme? Pas sûr. Hugo, il est comme, on va vraiment les léguer, le goût de garder. C'était pas mon nom qui avait sorti, qui le gagnait? Je suis pas sûr, mais tu sais, moi, avec David Etienne, pour motoneige.tv, j'ai vraiment beaucoup insisté. J'ai dit, David, pas de problème, on va les léguer, les motoneiges. Mais je veux être capable de la rider un petit peu. Ben oui. Je veux avoir au moins ce souvenir-là, ce feeling-là d'avoir roulé le MX-Z puis le Blizzard aussi. Ben, on vous le souhaite. Puis, là, tu vas être là, Benoît? Ben, écoute, faut que tu sois là, t'as pas le choix. Si vous m'invitez, je vais être là, c'est sûr. Ah, t'es invité? Mais si c'est fait, c'est réglé. Ouais, mais je vais pouvoir la rouler. Ben oui. Ok, j'espère. Je t'ai dit que tu serais pilote d'essai tantôt. Ben, parfait. La première ronde, parce que là, je veux pas mettre de merde, là, mais si vous m'invitez je veux pas être celui qui va faire un lac dans le fond qui va défoncer le moteur. Fait que je vais te laisser ça. Surtout que c'est pas moi qui ai remonté ton moteur. Là. Oui. Allez, boys, ben écoute, un gros merci d'avoir passé. Puis je pense qu'on va se laisser parce que sinon on continuerait toute la nuit à jaser de ça. Puis on va faire un tome 2 de cet épisode-là, c'est sûr. Mais encore une fois, gros merci. Cool. Et on se voit à la prochaine, les malades. Merci. Comment ça s'est passé? Ça a passé trop vite. On a encore plein de choses à dire. C'était super cool. C'était super le fun. Écoute, Ben, je pense qu'il rend les gens à l'aise. Fait que ça a vraiment été... Oui, c'est ça que je te dis, Ben. En fait, au niveau de niaiseries qu'on dit, Ben, il dit tellement des niaiseries qu'après ça, c'est facile d'embarquer dans le... Exactement. Ben, première expérience de podcast, ça a super bien été, ça a passé vite, plusieurs beaux sujets au niveau de la motoneige. On a parlé d'1% de ce qu'on pourrait parler. Ah oui, c'est sûr. Je pense qu'on pourrait... Il y a le vintage, il y a les nouvelles, il y a les essais d'accessoires, puis il y a la moto, hein, Ben, éventuellement, la moto, on pourrait dire, il y a plein de choses avec la moto. Effectivement. Non, belle expérience, super intéressant, puis beaucoup aimé l'expérience.